Donc, pour la prochaine conférence, ça va être nul autre que moi-même. Je vais vous parler, on va rester dans la même lignée, là, je vais vous parler encore de la mouche du bleuet. Je vais vous faire un état de situation et vous parler du plan d'action pour l'année 2024. Donc, une conférence en 2 temps. Je vais vous faire un état de situation et puis ensuite, je vais vous parler du plan d'action pour la prochaine saison. Un plan d'action que, je vous le rappelle, il est en construction. On peut dire que le frame est pas mal là. Par contre, il risque d'évoluer encore jusqu'à l'été, en fait. Il reste encore des rencontres à y avoir, puis on veut vraiment consulter tout le monde là, pour tout ça. Donc, vous l'avez vu un peu avec Valérie, quand on commence à travailler dans pour essayer de bien comprendre les insectes, c'est un monde qui est vraiment complexe, qui est fascinant, mais complexe. Il nous en reste encore beaucoup à apprendre au niveau de la mouche, mais quand même, à ce moment-ci, à partir des études qui ont déjà été faites, des études de Valérie, et puis des milliers de relevés de pièges qu'on a fait depuis 2020, on commence quand même à avoir une bonne idée de comment est-ce qu'on porte puis comment on doit agir. Donc, je vais y aller avec un petit état des lieux. Je vous présente ici la répartition des secteurs positifs depuis 2020. Avant d'aller plus loin, là, je dois vous dire que ça, c'est une espèce de compte-rendu du réseau de surveillance qui est suivi par le MAPAC et le Club Conseil Bleuet. On a un réseau de piégeage qui est partout autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on part de Falardeau et puis on se rend jusqu'à Roberval. On a 40 sites les pièges sont relevés à chaque semaine. C'est vraiment pour faire une surveillance, pour voir où on a des points chauds, où ça risque d'être plus problématique. Donc, au niveau de 2020, on avait surtout des captures dans la MRC de Maria-Chapdelaine à ce moment-là, dans peu de municipalités. On avait attrapé, je crois, à ce moment-là, une mouche dans le secteur Saint-Méthode, ce qui fait qu'on était aussi dans le domaine du Roi, mais c'était vraiment sur la limite. 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, un printemps extrêmement hâtif. Donc, même au mois d'avril, début avril, il n'y avait plus de neige. Et puis, vraiment, la mouche, ça l'a favorisé ce printemps-là. On a eu des relevés, des premières captures un petit peu avant la Saint-Jean-Baptiste. Et puis, il y a eu des populations élevées. À ce moment-là, on a commencé à en capturer dans plus de municipalités. Mais qui était encore principalement dans la MRC Maria-Chapdelaine. 2022, un été frais et pluvieux, donc la mouche s'est calmée passablement. On a attrapé seulement dans Maria, puis il y a des niveaux de capture qui étaient somme toute assez faibles. Et puis en 2023, l'été dernier, on a eu quand même un assez bel été, là, et puis je crois que assez pluvieux aussi. On a eu des niveaux de capture semblables à ceux de 2021. Par contre, ils étaient dans beaucoup plus de municipalités, comme on peut le voir. Puis, quand vous voyez un secteur en jaune comme ça, là, c'est vraiment indépendamment du nombre de captures qu'on a faites. Il peut y en avoir un secteur en jaune peut représenter une seule mouche ou 500 mouches. C'est vraiment pour parler seulement répartition. Donc, au niveau du total des captures d'adultes par semaine, comme je vous disais tantôt, en 2021, on a eu des captures semblables là, à 2023, avec un sommet à 193 en 2021, 197 en 2023. La différence, c'est qu'en 2021, on a commencé à les capturer plus tôt. 2022, des niveaux de capture qui sont restés faibles, très peu de larves d'un fruit. Puis ça nous dit en fait que le meilleur moyen de contrôle de la mouche, c'est la météo. Si on regarde par municipalité, en fait, il y a deux choses ici. Là, en fait, en 2021, je vais comparer encore avec 2023. Là, on a eu, je vous l'ai dit tantôt, les mêmes niveaux de capture. Par contre, la mouche cette année était présente sur un plus grand territoire. On a trouvé des mouches l'an dernier à Albanel, Dolbeau, Girardville, Ladoré, l'Ascension, Normandin, Notre-Dame-de-Lorette. Péribonca, il n'avait pas, mais on était vraiment à la limite. Saint-Augustin, Sainte-Jeanne-d'Arc, Sainte-Monique, Saint-Eugène, Saint-Méthode.
Je vous dirais que là-dedans, ben, celle qu'on a trouvée à l'Ascension, on la trouvait pas mal loin, pas mal trop loin de où ce qu'on pensait qu'elle était rendue. Et puis, une autre chose qui ressort dans tout ça, c'est que depuis le début, puis même en 2020, c'était vrai aussi, c'est à Dolbeau-Mistassini qu'on trouve le plus de mouches. On appelle ça le point chaud. C'est à cause que c'est vraiment une concentration plus forte là, ici dans le secteur. Au niveau des captures de larves par semaine, on voit que, en fait, dans le protocole là, de dépistage, il était prévu que 3 semaines après la première capture, il y a quelqu'un qui passe puis qui va autour des pièges positifs, il va récolter 1 litre de fruits, puis là-dessus, il va faire des tests de larves. Puis après ça, c'est répété à chaque semaine. Donc, on voit en fait, c'est toujours à la semaine 8 qu'on a notre maximum de larves. Là, ça nous met à peu près dans la première semaine d'août. Après ça, ça se met à chuter. Ça va dans le sens de ce que nous disaient nos collègues des Maritimes, comme quoi un moyen de récolter moins de larves quand on récolte au peigne, c'est de retarder la récolte, ce qui laisse le temps aux larves de se développer. Ils mangent l'intérieur du bleuet, puis le bleuet tombe. Donc, si on récolte un peu plus tard, ben on évite de les récolter. Par contre, bien sûr, c'est des larves qui se retrouvent au sol qui vont infester notre bleuetière pour l'an prochain. Donc, semaine 8, là, la principale semaine de capture, après ça, ça se met à chuter. Puis ça va aussi dans le sens de ce que Valérie nous a présenté tantôt. Eux autres, le test de fruits, en fait, quand ils font leur récolte de fruits, ils faisaient ça plus tard, en même temps que la récolte du producteur. Puis ils trouvent très peu de larves. Eux autres, ils ont trouvé très peu de larves là, dans le fruit. Donc, si on cherche des bonnes nouvelles, là, ça peut nous être une. Quand on récolte plus tard ou au moment de la récolte, on récolte peu de larves. Donc, tout ça nous amène à faire des constats, 2 principaux. La mouche du bleuet est installée sur une bonne partie du territoire, mais le secteur problématique est limité. La zone à forte présence est la même depuis le début du dépistage. Dans la majorité des secteurs positifs, les populations sont tellement faibles qu'il n'y a pas d'incidence sur la qualité des fruits. Là, 95% de la superficie régionale demeure exempte ou sa présence est négligeable. La probabilité de retrouver des larves y est extrêmement faible. Donc, on a mesuré vraiment la zone qui est problématique. Ça équivaut à peu près à 1600 hectares sur les 30 000 hectares de la région. Ça veut dire qu'en fait, on a encore 95% de la région là, où ça va très bien puis on ne mangera pas de larves. Donc, si on ramène ça dans un graphique comme ça, en fait, la partie en jaune, là, c'est la proportion de la superficie qui a une population plus élevée. On dit plus élevée par rapport à nos standards, mais quand on regarde au Maine, là, ils seraient vraiment contents d'en avoir aussi peu, là, des mouches. Donc, c'est un visuel là, pour vous montrer en fait qu'il y a du bleuet de qualité. Il peut s'en faire encore en masse ici. Constat numéro 2, malgré une faible présence dans la majorité des secteurs, la mouche est bien établie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, malgré les variations annuelles en fonction de la météo, il faut s'habituer à vivre avec ce nouveau ravageur. Les interventions qui visent son éradication sont inutiles. Nous pouvons seulement la contrôler pour éviter une explosion des populations dans les secteurs problématiques et limiter sa dissémination par la biosécurité. Ça, on va y revenir plus tard. Donc, ça m'amène au plan d'action 2024 pour le contrôle et la prévention de la dissémination de la mouche. Un plan, comme je vous disais, qui est encore en construction, mais qui est quand même pas mal... l'essentiel est pas mal là. Donc, le plan, en fait, est en 7 points. Le dépistage, la surveillance, la formation, les traitements et le seuil d'intervention, la biosécurité, l'acquisition de connaissances et la recherche, puis la gouvernance et la concertation. Alors, allons-y. Annie, tu me donnerais-tu ma bouteille d'eau? Donc, le dépistage. Le dépistage, c'est fondamental. C'est vraiment la base, c'est la fondation sur laquelle on peut construire dans la lutte contre la mouche. On s'en sort pas, surtout pour les gens en zone chaude. On s'attend que tout le monde va dépister l'an prochain.
Puis je dirais en particulier ceux qui vont faire du frais, parce que évidemment, c'est le bleuet frais, les gens sont un peu plus sensibles à trouver des larves dans leurs fruits. Au niveau du dépistage, bien, ça vise à localiser, dénombrer et suivre l'évolution de l'infestation. Ça permet une gestion judicieuse et structurée de la mouche du bleuet. C'est indispensable pour l'ensemble des entreprises situées en zone chaude ou à proximité. C'est sûr que sur le pourtour, c'est important aussi. Ça permet d'évaluer la nécessité d'un traitement en fonction du seuil d'intervention établi. Avec le dépistage, les interventions sont effectuées seulement lorsqu'elles sont nécessaires. Elles sont faites au moment opportun et sont souvent plus efficaces. Il s'ensuit des gains au niveau économique et environnemental. Le dépistage, vous pouvez le faire par vous-même. Il va y avoir des formations là-dessus l'été prochain. Ou vous pouvez le donner à contrat à votre club. Puis c'est admissible à des subventions de 70 %. Comme je disais, c'est qu'autour de 300-400 $, ça pourrait être suffisant pour avoir un bon programme de dépistage pour un an. Donc, le matériel est assez simple, un bon piquet, des pièges collants jaunes à pâté, une loupe pour identifier nos mouches, puis ici, on a un piège dans son élément naturel. La surveillance... donc, on fait la distinction entre la surveillance et le dépistage. Du dépistage, c'est vraiment, ça se fait à des intervalles plus fréquents. En fait, il faut relever les pièges plus fréquemment. On en met plus sur les bleutières. Puis c'est vraiment, on dépiste pour, ultimement, ça peut mener à une recommandation de traitement. La surveillance, puis le dépistage, comme je vous ai dit, c'était plus pour ce qu'on appelle la zone chaude. La surveillance, c'est plutôt dans les endroits qu'actuellement, il y en a très peu ou pas. Ça nous permet d'être proactifs puis de voir venir si un nouveau secteur s'avère problématique. La progression de la mouche, ça se fait quand même assez lentement. Là. On a déjà des secteurs qu'on pense qui pourraient être nos prochains secteurs à problème, mais c'est important de s'assurer d'avoir des yeux partout, si on veut. Au MAPAC, nous autres, on va continuer avec le réseau de surveillance, avec 30 sites et 600 pièges qui vont être répartis, comme je vous ai montré tantôt, mais il n'y aura plus de dépistage dans la zone chaude. Ça, c'est vraiment mis entre les mains des producteurs. Donc, les résultats du réseau de surveillance vont être publiés via le RAP bleu nain à chaque semaine, là, à partir du début de juillet, comme dans les autres années d'ailleurs. Donc, c'est ça. Évidemment, quand on parle de la mouche, dans notre coffre d'outils, il y a les traitements insecticides. Donc, je vais vous en parler. Il y a les traitements puis le seuil d'intervention. Le seuil d'intervention, c'est quand même très important, puis ça, je vais y revenir tantôt aussi. Donc, je vous rappelle les critères décisionnels, les points, puis il va y avoir là-dedans un point qui va être modifié en 2024. L'historique, ça fait partie de nos critères décisionnels. Quand on sait qu'une bleutière a eu un historique de mouche ou ils ont déjà eu même à traiter, c'est certain il faut être plus présent, puis il faut assurer un dépistage parce que ça risque de se reproduire les années suivantes. La date de la première capture, c'est quand même un indicateur qu'on s'est aperçu qui était intéressant pour nous dire si on avait un haut niveau d'infestation dans la bleutière. Quand on fait des captures avant la mi-juillet, généralement, ça veut dire qu'il y a plus de mouches et qu'on pourrait avoir à traiter sur ce site-là. Quand les captures commencent, par exemple, autour du 20 juillet, là, ce serait vraiment surprenant que les populations augmentent suffisamment pour que les femelles se reproduisent puis qu'ils se mettent à pondre dans les bleuets. Donc, la date de la première capture, un autre indicateur. L'augmentation constante et importante suite à la première capture, on vérifie ça aussi. Donc, par exemple, là, si une semaine on passe puis il y a une mouche sur la bleutière, bon, ça va assez bien. La semaine d'après, on revient, on est à 10. Oh, là, on a un indice. La semaine d'après, bon, là, à ce moment-là, on commence à resserrer les visites de piège. On va passer aux 4 jours, on repasse, puis il y en a 30. Là, à ce moment-là, on a vraiment une augmentation exponentielle des captures, ce qui est encore là un indicateur là, de présence importante.
Ensuite de ça, ben, le seuil d'intervention, ça c'est l'élément déclencheur qui nous dit on a atteint le seuil d'intervention, donc on procède à un traitement. Mais celui-là, il va être à modifier, je vais y revenir tantôt. On parle aussi du début de la coloration des fruits. Ce critère-là est plutôt phénologique. En fait, la mouche ne va pas pondre dans des fruits verts, donc on peut se permettre, même si on aurait atteint le seuil de traitement, on peut se permettre d'attendre, on laisse les mouches, la population augmenter, et puis là, quand on traite, à ce moment-là, il y en a plus qui ont sorti, puis on va frapper plus fort. Puis de toute manière, ça ne donnerait rien de protéger des fruits qui sont verts parce que ils sont déjà protégés parce que la mouche ne pourra pas pondre là-dedans. Donc, dans le point à modifier, je vous parlais du seuil d'intervention, donc j'y viens. C'est important d'en parler parce que c'est central dans la stratégie de contrôle, puis ça concerne toute l'industrie. C'est pas nécessairement une décision purement agronomique, là, c'est vraiment au niveau des ventes aussi. Le seuil d'intervention, c'est la densité de mouches adultes à ne pas dépasser pour éviter d'avoir une quantité de larves dans les fruits qui les rendrait difficilement commercialisables. On le calcule en nombre de mouches par piège, par visite. Le premier élément à considérer pour l'établissement d'un seuil est la tolérance des marchés pour les fruits déclassés en raison de la mouche. Donc, ça, c'est super important. Puis, ça dépend des marchés aussi. Je vous disais tantôt, le marché frais est évidemment plus sensible que le marché congelé. Puis, le jus est probablement moins sensible que les bleuets vendus en sac. Donc, jusqu'à maintenant, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'était donné un seuil qui était, qu'on pourrait qualifier de sévère. Il était fixé à 1 mouche par piège par semaine en moyenne. Donc, le seuil d'intervention visait autant la protection des fruits que la diminution générale de la présence de la mouche. À ce moment-là, l'infestation commençait, puis on est allé avec quelque chose de plus sévère. Pour vous donner une idée, là, ça c'est un piège. Bon, celui-là, on a trouvé 2 mouches dessus, donc quand on comptabilise comme ça, là, ici on a 2 mouches sur un piège, on fait une moyenne pour les 20 pièges de la bleutière, puis ça nous dit le nombre de mouches par piège. Donc, si on parle seuil d'intervention, on regarde ce que font nos voisins. Au Maine, on parlait d'1 mouche et demie par piège par jour. Je vous rappelle que le nôtre, c'est 1 mouche par piège par semaine. Donc, c'est un niveau qui est beaucoup plus... en fait, ils vont tolérer beaucoup plus de mouches. Dans les maritimes, on parle d'1 mouche par piège par jour, qui est encore plus élevé que le nôtre. Si on ramène ça à 20 pièges, là, mettons qu'on va visiter aux 4 jours, c'est un cas concret, mettons, dans le tableau en bas, là. Au Québec, il va y avoir une recommandation de traitement à 20 mouches. Dans les maritimes, c'est 80 mouches, puis au Maine, 120 mouches. Ou, il y a un autre critère, là, cumulatif de 200, mais celui-là, je n'en parlerai pas. Mais, donc, on voit qu'en fait, on s'était réellement donné un seuil plus sévère. Donc, maintenant qu'on sait, en fait, je vais vous dire qu'est-ce que... Voyons, excusez. OK. Ce que nous dit la science, la seule étude qu'on a trouvée qui a été publiée à ce sujet, ça nous vient du Maine. On avait fixé le seuil d'intervention à 6 mouches par piège par 4 jours, d'où le 1,5 mouches par piège par jour, ou un cumulatif de 10 par piège. Ce seuil permettrait de maintenir les fruits à moins de 4 larves par litre de fruits. Donc, on prend un litre, 4 larves, ça nous donne un taux d'infestation de 1,5% à 0,8%, ce qui est quand même très bas. Donc, ça nous vient d'une étude de Drummond, Collins et Drummond, qui a été publiée en 2019. Donc, je vous disais tantôt, c'est une décision qui dépasse l'agronomie. Pour vraiment être capable de prendre une décision éclairée sur le seuil d'intervention, on a besoin de savoir quelles sont les exigences réelles des acheteurs de fruits congelés. La tolérance varie selon les marchés visés, je l'ai dit tantôt, frais versus congelés. La tolérance zéro comme taux d'infestation est difficile, voire impossible à atteindre, en plus d'être très coûteuse d'un point de vue économique et environnemental. Un seul traitement par saison pourrait ne pas suffire, parce qu'on l'a vu là, dans le passé, souvent on va faire un traitement, mais il demeure des mouches, il y en a d'autres qui émergent plus tard, donc si on veut vraiment une tolérance zéro, il va falloir penser à revenir avec un 2e traitement.
Bien qu'une approche agressive puisse nous donner un sentiment de sécurité, l'utilisation trop fréquente d'insecticides peut causer une dépendance en tuant les prédateurs de la mouche. Souvent, on va dire qu'on s'achète un abonnement aux insecticides quand on traite vraiment fort à chaque année. Là, je vous présente ici un peu nos alliés ou les prédateurs de la mouche du bleuet. Dans son environnement naturel, évidemment, c'est la loi de la jungle. La mouche n'est pas toute seule. Il y a des parasitoïdes. Tantôt, Valérie nous les a présentés. Ils vont venir pondre dans la... en fait, qui servent de la pupe pour se reproduire. Il y a des araignées qui mangent des mouches. Il y a des fourmis qui mangent des pupes, qui mangent des larves. Ensuite de ça, on a des carabes qui, eux, vont manger des pupes ou des larves tombées au sol. Puis, dans le stade juvénile aussi, des carabes, ils mangent la même chose. Donc, il y a toute une faune qui mange de la mouche. Puis qu'on doit, en fait, quand on sert d'insecticides fréquemment à haute fréquence, puis des insecticides plus forts, en plus de tuer la mouche, on tue ses prédateurs. Donc, comme je vous disais, on s'achète à ce moment-là un abonnement aux insecticides. Le seuil d'intervention, en fait, c'est à la recherche du juste milieu. Les traitements insecticides visent la protection des fruits en vue de leur commercialisation et peuvent aider à garder un certain niveau de contrôle des populations. Par contre, on ne se fait pas d'illusions, on ne va pas faire disparaître la mouche ou, comme je disais au point 2, l'éradication ou la diminution de la présence de la mouche à long terme ne pourra pas se faire avec des insecticides. Ce serait illusoire de penser ça. Est-ce qu'on s'en va vers une position mitoyenne entre le seuil actuel et celui des maritimes pour les fruits congelés? Peut-être. Un seuil distinct pour les fruits frais? Peut-être. Les discussions se poursuivent à ce niveau-là. J'aurais bien aimé arriver ici avec un seuil, mais je n'ai pas été capable. Il n'y avait pas de consensus. Donc, voilà. Ça m'amène, en fait, je vais vous parler un peu de biosécurité, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est entre vos mains, que vous pouvez faire, puis ça va empêcher la dissémination de la mouche. Donc, on l'a dit tantôt, là, la mouche, c'est un insecte qui vole pas loin. Ça se disperse principalement par les activités humaines. Il faut éviter à tout prix le transport de fruits, de terre et de tissus végétaux entre les entreprises. En fait, c'est un pouvoir que vous avez toutes. Ça, quand on fait attention, on lave nos cueilleuses, nos faucheuses, s'organiser pour pas qu'il y ait de transport, vraiment le moins d'échanges possible entre les entreprises, pour que ce soit des milieux fermés, on peut ralentir sa progression. Attention au transport de sol et de rhizomes en vue de leur réimplantation. On sait que c'est une pratique qui était courante, puis qu'il l'est encore probablement, mais c'est sûr que si on va chercher la mouche là, dans son environnement naturel, puis on vient la porter comme ça dans notre bleutière, dans son petit nid douillet, on vient de semer la graine. Donc, attention à ça. Puis la disposition des résidus d'usine de congélation doit continuer de se faire de façon sécuritaire. Actuellement, c'est quelque chose qui se fait. Là. En fait, la majorité des résidus d'usine sont brûlés, mais ça, c'est quelque chose qu'on tient, à quoi on tient. Puis, donc, il ne faut pas qu'il y ait d'épandage près des bleutières ou vraiment, parce que les résidus d'usine, on comprend que c'est quand même riche en mouches. Là, je vous présente des images croquées sur le vif d'un producteur qui est en train de freiner la dissémination de la mouche du bleuet. Donc, des photos du club bleuet, là, le lavage des peignes de bleuet. C'est sûr que ça, c'est un milieu très, très propice à récolter des mouches, là, le peigne du bleuet. Mais comme je vous disais, les faucheuses, il n'y a rien qu'il faut négliger. Pour la biosécurité, il y a plusieurs outils à votre disposition. Capsules vidéo, trousses de biosécurité, des affiches de biosécurité, on en a encore. Parlez-en à votre conseiller. Et puis, il y a une super capsule vidéo qui a été produite cette année. Je n'ai pas le temps de vous la présenter ce matin, mais vous pourrez, en fait, ma présentation va être disponible et vous pourrez aller la visionner. Au niveau de la formation, en fait, un autre point au plan d'action, il y a des ateliers de formation qui vont être mis en place par le Club Conseil Bleuet dès cette année. Ça vise à donner les outils nécessaires pour établir un autodiagnostic, utiliser la méthode de contrôle adaptée et mettre en place les bonnes pratiques de biosécurité. Les aspects présentés seront la mise en place d'un réseau de dépistage dans une bleutière, le contrôle conventionnel et biologique de la mouche du bleuet, les mesures de biosécurité, l'identification de la mouche du bleuet et la réalisation des tests de larves.
C'est correct dans le temps? Hein? Ça marche. Donc, comme je vous disais, ça serait mis en place. En fait, il reste des autorisations à rentrer, mais le plus rapidement possible, ça devrait, les formations devraient se donner. On parle de 40 personnes, 2 groupes de 20 personnes au niveau théorique, puis en pratique, ça va être des sous-groupes de 5 personnes, 8 sous-groupes. Et puis, bien sûr, on vise principalement, dans un premier temps, les producteurs en zone chaude, mais il va y avoir de la place pour tout le monde. Je vous parle brièvement de l'acquisition de connaissances et de recherche. Actuellement, le principal projet, c'était celui de Valérie. C'est terminé cette année. Là, il n'y en a pas d'autres dans les cartons. Par contre, dès l'an prochain, on aimerait se relancer quelque chose. Là, on attendait, c'est toujours plus sage d'attendre les résultats d'un premier projet avant d'en relancer un autre. Donc, c'est ce qu'on a fait, mais dès 2025, il devrait y en avoir d'autres. Je mets ici des pistes à explorer, des points à éclaircir. Seuil d'intervention, quelle corrélation faire quelle corrélation faire entre la quantité de mouches adultes et le nombre de larves à la récolte? Combien en reste-t-il après le conditionnement? C'est sûr que quand ça passe dans l'usine de congélation, les bassins d'eau, tout ça, il y a un certain nombre de bleuets, puis peut-être toutes qui sont triés. Puis après ça, il y a un triage visuel. On ne sait pas comment il en reste à la sortie. Les prédateurs naturels, les parasitoïdes, qui sont-ils? Comment les favoriser? Comment les protéger? Cibler plus exactement les lieux d'émergence avec des pièges d'émergence. Ça existe. On peut vraiment voir exactement d'où viennent les premières mouches qui sortent. Ça nous permettrait d'aller, en fait, d'adapter nos pulvérisations puis d'aller dans ces endroits-là en premier. Disposition sécuritaire des résidus d'usine. À l'heure actuelle, tout est, c'est brûlé ou épandu dans des champs qui sont très loin des bleuetières. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire avec ça? Ça va être à étudier. Technique des mâles stériles, Valérie en a parlé, c'est quelque chose qui serait très intéressant. Bon, le dernier point, en fait, la gouvernance et la concertation. En fait, en 2020 et 2023, il y avait un plan qu'on appelait le plan de prévention de la dispersion de la mouche du bleuet. Plan de prévention de la dispersion de la mouche du bleuet. Les différents comités prévus au plan ont été formés et étaient animés par le MAPAC. C'est ce qui était prévu. En 2023, le plan s'est terminé. Donc là, maintenant, c'est le syndicat des producteurs de bleuets qui va prendre la relève pour la gouvernance avec son comité directionnel, qui va être formé, en fait, là, la composition exacte, je ne la connais pas dans le détail, mais il devrait y avoir sûrement des représentants du syndicat des producteurs de bleuets, du Club Conseil Bleuet, du MAPAC et des transformateurs. Puis, je finis avec cette phrase, ultimement, la solution est entre les mains de tous, parce que le dépistage, la biosécurité, tout ça, c'est sûr, c'est entre vos mains. Et puis, donc, tout le monde a son rôle à jouer dans tout ça. Alors, merci.